Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. De nouvelles restrictions sanitaires, pour quels effets? Ce confinement sans attestation et sans limitation de temps de sortie sera-t-il efficace? Nous avons posé la question aux scientifiques et ils ne sont pas tous d'accord. Nous reviendrons aussi sur l'objectif des 20 millions de vaccinés d'ici fin mai. Est-il tenable au vu des futures livraisons? Réponse tout à l'heure avec Thierry Breton, le monsieur vaccin de l'Union européenne. Il nous dira aussi pourquoi l'Europe est à ce point en retard. Notre grande enquête sur les QAnon français, ils sont des milliers, peut-être des centaines de milliers à s'échanger les thèses les plus complotistes sur les réseaux sociaux, au point, vous le verrez, d'inquiéter les autorités. Dans ce journal également, une semaine après leur descente au fond d'une grotte, où en sont les 15 volontaires de l'Ariège? Les 40 jours qu'ils vont passer sans soleil doivent apporter des réponses sur l'animal social que nous sommes. Et puis eux vivent en liberté depuis plus de 50 ans, des chevaux sauvages qui ont fait des plaines de Bosnie leur royaume. Dans les années 70, les paysans les avaient relâchés après les avoir remplacés par des tracteurs et ils ont survécu au froid et à la guerre. Ce confinement allégé qui vient de démarrer pour un tiers des Français, sans limite de temps de sortie en journée, peut-il inverser la courbe des contaminations? C'est en tout cas le pari de l'exécutif. Mais qu'en pensent les scientifiques? Nous leur avons posé la question aujourd'hui. Et vous allez l'entendre, ils ne sont pas tous d'accord. Joséphine Devambé, Corinne Chevreton et Bruno Poiseil. Un confinement dehors. L'idée ne déplaît pas aux Parisiens, nombreux cet après-midi sur les quais de Seine. Castex a dit on est mieux dehors. Voilà, oui. Confiné dehors, donc nous on l'écoute, on est confiné dehors. Là, on peut être dehors et qu'on n'est pas confiné chez nous dans nos appartements et on n'est pas obligé de rester à l'intérieur, à 10 personnes à l'intérieur. Je suis pas sûre que ça change grand-chose pour les Parisiens et du coup pour la pandémie. Il est désormais prouvé que l'on a 10 fois moins de chances d'être contaminé à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pertinent donc, à condition que le port du masque et la distanciation physique restent une habitude, dehors comme dedans. Cette liberté gagnée à l'extérieur, elle doit permettre de limiter au maximum le fait de se rencontrer avec des personnes en intérieur, parce que c'est vrai, c'est quand vous êtes dans un espace clos, surtout fermé, s'il n'y a pas d'aération, que vous enlevez votre masque pour un repas, parce que vous commencez à discuter avec les gens, c'est là que vous vous infectez. Le gouvernement espère limiter nos déplacements, également en fermant 90 000 commerces considérés comme non essentiels. Cette mesure est-elle efficace ? On n'a pas mesuré l'impact de la fermeture des commerces non essentiels, mais on est sûr que c'est un impact très marginal, comme d'ailleurs la plupart des mesures qui ont été prises jusqu'ici. Je vous rappelle quand même que ça fait des jours et des semaines que le nombre de gens qui arrivent en réanimation chaque jour augmente. Au contraire, la limite des 10 km et l'interdiction des voyages d'une région à l'autre seraient bénéfiques, selon cet infectiologue. Cette même limitation à la fois du rayon de circulation et au-delà de sa région évite les brassages incessants entre les régions avec des taux d'incidence différents. Une des régions qui observe un taux d'incidence grimpant aujourd'hui, c'est la région des Rhône-Alpes, où sont partis un certain nombre de vacanciers pendant les vacances de février. Il faudra, quoi qu'il en soit, attendre plus d'une semaine pour mesurer les résultats sur les contaminations et 2 à 3 semaines pour constater les faits sur les hospitalisations. Au-delà de la limitation des déplacements, l'autre pilier de ce reconfinement, c'est le télétravail, une mesure qui a été massivement appliquée au début de la crise et qui se heurte aujourd'hui à une profonde réticence des salariés, mais aussi des entrepreneurs. L'isolement à la maison depuis des mois devient difficile à supporter. On estime qu'un tiers des sociétés qui pourraient le proposer ne le font pas. Hélène Grégoire et Éric Béra. Pour cette responsable des ressources humaines, le jogging dominical est encore plus nécessaire en ce moment. La gestion du télétravail devient problématique. On a des appels, des arrêts maladie. Est-ce que finalement les gens sont pas en train de craquer avec un espèce de burn-out parce que ça fait longtemps que ça dure et qu'on n'en voit pas le bout? C'est plus ça qui est difficile plutôt que on va dire la partie logistique. Le télétravail est censé être la règle et la présence au bureau l'exception. Il suffit de questionner quelques salariés pour réaliser que le télétravail semble être à la carte. Je vais au bureau sûrement mercredi ou jeudi. Moi j'y vais lundi parce que c'est assez important, on a une réunion à préparer. Vous avez demandé à y revenir au bureau? J'essaie d'y revenir un petit peu, un jour par-ci par-là, mais pour sortir un peu de chez moi. Demain lundi, ces bureaux devraient ressembler à ça. Un dimanche vide. Ah, là, il y a 6 personnes, 6-7 personnes, plus les 7 qui sont derrière. Ce patron doit trouver l'équilibre entre ceux, nombreux, qui veulent revenir sur leur lieu de travail et les recommandations sanitaires.
Il a décidé vendredi dernier de fermer ses bureaux 3 jours par semaine et de limiter le nombre de salariés. La jauge est de 60 à 80 personnes sur les 2 étages. Difficile de faire plus. D'abord, il y a des tâches, des métiers, des sujets qui nécessitent qu'on soit en présentiel. Et puis, il ne faut pas négliger qu'un an après, un certain nombre de collaborateurs ont du mal à travailler chez eux parce que la vie seule dans un petit appartement est pénible. La lassitude, l'isolement, les contraintes techniques, l'efficacité. Autant de raisons de donner de la souplesse aux entreprises, sauf que beaucoup d'entre elles abusent de cette liberté. Dans un certain nombre de cas, les entreprises ne font pas confiance aux salariés et donc ne font pas une journée de présentiel, en font plusieurs. Le nombre de jours en télétravail n'est pas de 4 par semaine, et il est moindre. Donc ça, il faut le dénoncer, nos équipes syndicales le dénoncent. De l'aveu même du Premier ministre, beaucoup d'entreprises sont encore loin du compte, alors que le télétravail diminue de 30% le risque de contamination. Le gouvernement ne s'interdit pas non plus de passer d'autres départements en zone rouge. Ils sont une quinzaine à avoir une incidence de plus de 250 cas pour 100 000 habitants. Et certains comportements mettent sans doute ce sursis en danger. Cet après-midi, certains Marseillais se sont adonnés à un carnaval sauvage. Marie Chantret, Pauline Lefrançois et Henri-Paul Amar. Ils étaient des milliers cet après-midi dans les rues de Marseille pour le traditionnel carnaval de la Plaine. Peu de masques chirurgicaux sur les visages et pas de distanciation sociale. La préfecture ne l'avait pas autorisé cette année pour cause d'épidémie. Ils ont décidé de braver l'interdiction, irresponsable selon les autorités. Car si le département des Bouches-du-Rhône n'a pas subi de nouvelles restrictions, la situation est préoccupante. L'un des 2 services de réanimation de l'hôpital de la Timone nous a ouvert ses portes ce matin. Il ne restait ce dimanche qu'un lit disponible. Et la tempête, s'il te plaît. 36,4. Depuis des semaines, ces médecins tentent de pousser les murs, mais jusqu'à quand ? Comme tous les autres week-ends depuis plusieurs semaines maintenant, on est sur une pente ascendante, progressive du Covid. Elle est lente, certes, avec des phases de plateau, mais tous les week-ends, on jongle avec seulement 2-3 places de réanimation. Une question se pose alors. Ce 3e confinement pourrait-il concerner d'autres départements prochainement ? Pour le professeur Bruno Lina, membre du conseil scientifique, rien n'est gravé dans le marbre. Ça évolue et le fait que certaines régions soient épargnées en termes de restrictions, de confinement, n'est pas quelque chose qui est stabilisé dans le temps et il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant. Mais de nouveau, c'est un travail de chacun. 2 données majeures sont observées. Le nombre de cas pour 100 000 habitants dans ces départements ici en orange, il dépasse la barre des 250. Autre indicateur, le taux d'occupation en réanimation. Dans ces 10 départements qui clignotent, il frôle, voire dépasse les 100%. Guillaume Rosier est ingénieur. Il a fondé Covid Tracker, devenu site de référence. Pour nous, il prend l'exemple du Rhône, où ces 2 critères virent au rouge. Il y a des indicateurs, donc le taux d'incidence et le taux d'occupation des réanimations qui est élevé et qui est en hausse, qui est pour l'instant inférieur aux départements qui sont confinés, mais qui pourrait atteindre le même niveau dans les prochains jours si la hausse se poursuit. Une carte du confinement donc loin d'être figée. Son éventuelle actualisation sera à l'ordre du jour du prochain Conseil de défense, cette semaine à l'Élysée. Et comme l'a rappelé aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, ce n'est pas le confinement qui est la clé, mais la vaccination. Encore faut-il qu'il y ait des doses. Pour répondre à cette question, Thierry Breton, monsieur vaccin de l'Union européenne, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Alors avant de vous entendre, on va revenir sur cet objectif affiché de 20 millions de vaccinés en France d'ici fin mai. Est-ce tenable ? Anaïs Barthes, Sébastien Ambert et Vincent Lamour. Dans ces gradins, on ne parie plus sur les courses hippiques, mais sur la vaccination à grande échelle. À l'hippodrome de Marc-en-Barœul, la course vient de commencer. On est très content de puisse se faire aujourd'hui. On considère qu'on a tiré le bon cheval. Objectif fixé ce week-end, vacciner 1500 personnes, 5 fois plus qu'en semaine. Aujourd'hui, il y a un très gros effort pour vacciner le maximum de gens. Donc, un endroit qui fait plus de 1600 m², donc c'est idéal. Autre lieu insolite, le Zingazanga, salle de concert prisée des Biterrois, où la foule des grands soirs a laissé place à la vaccination de masse. Au pied de la scène, 24 box reçoivent toute la journée les patients éligibles et sur rendez-vous. Oh bah super!
Je m'attendais à pire. À la tête des opérations, les pompiers. Ils vaccinent et gèrent la logistique. Donc là, vous avez le stock des vaccins qu'on a reçus pour ce week-end. Des doses insuffisantes selon la municipalité de Béziers, 3700 au lieu des 5000 demandés. Un cas loin d'être isolé. Selon nos informations, le retard des livraisons va se poursuivre. Entre les mois de mars et de mai, 2,4 millions de doses viendront à manquer. La raison ? Des conditions de fabrication complexes, mais pas seulement. On ne peut pas s'empêcher de penser que certaines des firmes s'étaient engagées à livrer plus qu'elles ne s'avèrent effectivement capables de fabriquer. Pourtant, le gouvernement l'assure, 10 millions de Français seront vaccinés d'ici un mois, 20 millions mi-mai. Comment ? En faisant pression sur les laboratoires pour qu'ils honorent leurs commandes. En attendant, de nombreuses municipalités mettent à disposition des lieux XXL, comme le Vélodrome ou le Stade de France dès le mois d'avril, en espérant que les doses seront au rendez-vous d'ici là. Et puis ce week-end, les États-Unis, eux, ont célébré leur 100 millionième dose injectée, près de 30% des adultes. Là-bas, certains États ont même décidé de ne plus réserver les vaccins aux catégories les plus fragiles. N'importe qui peut en profiter en toute simplicité. C'est notamment le cas du Mississippi, où se sont rendus nos correspondants Catherine Gentil de Cannes-Caude et Mathieu Derrière. Regardez. L'État du Mississippi est l'un des plus pauvres des États-Unis et la pandémie y faisait des ravages. Les autorités ont donc décidé de lancer une guerre éclair contre le coronavirus. Quel bras vous préférez ? Le gauche. Le but est de vacciner toute la population de plus de 16 ans. Ça fait quoi d'avoir eu votre première dose ? J'ai l'impression d'être un super-héros. Je suis content de participer au combat contre le Covid. Et en plus, je vais pouvoir retourner au match de foot. Après l'injection, il faut juste rester 15 minutes en observation pour être sûr que tout va bien. Le numéro 1012 peut partir. Pas besoin de prendre rendez-vous, c'est gratuit. Vous avez juste un formulaire à remplir, vous attendez votre tour et vous êtes vacciné. Et effectivement, il n'y a rien de plus simple. On me propose d'être vacciné puisque je suis venu travailler ici dans le Mississippi. Je dois juste avoir confirmé par écrit que je n'ai pas de problème de santé particulier ou d'allergie. De nombreuses infirmières sont disponibles pour les injections. Donc en résumé, il m'a fallu exactement 2 minutes entre le moment où je suis entrée ici et le moment où j'ai été vaccinée. Et c'est pour tous les habitants de Jackson, Mississippi, la même chose. Dans toute la région, les centres de vaccination se multiplient, comme ici dans le stade de la ville, où la garde nationale est arrivée en renfort pour superviser la circulation. Dans les petites cliniques privées, tout le monde est également mis à contribution dans ce combat contre la pandémie. Les patients se projettent déjà dans l'avenir. Après ma deuxième injection, je pourrai retrouver ma famille pour les vacances. Pour comprendre comment le Mississippi réussit à gérer cette opération, nous rencontrons l'un des responsables du ministère de la Santé en charge du dispositif. Sur ce site, vous voyez où vous pouvez aller. Les points bleus sont les cliniques où vous pouvez prendre rendez-vous. Il n'y a qu'à cliquer pour avoir l'adresse. Ici, il n'y a pas de pénurie de vaccins et les résultats sont déjà impressionnants. Il y a une chute de la contamination. Il y a un mois ou deux, nos services de soins intensifs étaient au double de leur capacité. Aujourd'hui, ils sont revenus en dessous de la moyenne habituelle. Et si tout va bien, cet été, on reprendra une vie normale. De nombreuses campagnes de publicité ont été lancées pour obtenir l'adhésion de la population. Et dans un des plus vieux restaurants de la ville de Jackson, très rares sont ceux désormais qui ne sont pas encore convaincus. Si vous avez une vie saine, que vous faites attention et que Dieu est de votre côté, vous n'avez pas besoin d'être vacciné. Avant, j'étais paniqué par la pandémie. Maintenant, je suis rassuré. Un tiers de la population du Mississippi a déjà reçu au moins une injection. Bientôt, d'autres États américains vont aussi proposer à tous leurs habitants de plus de 16 ans de se faire vacciner. Thierry Breton, si on veut être rapidement vacciné aujourd'hui, il faut être américain, israélien, britannique, mais pas européen. Il faut être européen, et il faut être européen parce qu'on est également sûr que lorsqu'on est vacciné en Europe, il n'y a absolument aucun problème. Je vais m'expliquer, si vous le permettez.
Vous parlez du moment où nous avons validé les vaccins beaucoup plus tard que nos amis britanniques, par exemple, début décembre pour eux, janvier pour nous, et aux États-Unis également. On va essayer d'être précis pour nos téléspectateurs, si vous le voulez bien. Nous avons validé 4 semaines après les Britanniques et 3 semaines après les Américains. Et voyez-vous, eh bien, nous trouvons cette différence dans la dynamique. Le président Biden vient d'indiquer qu'il venait de pouvoir annoncer 100 millions de vaccinés. Pour nous, c'est dans 3 semaines. On a cet écart. Et moi, je suis venu vous dire aujourd'hui, ce soir, parce que je vois sur le terrain, depuis qu'on m'a confié cette mission, Mme Coudray, la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, c'est-à-dire depuis le début février, de faire en sorte que l'on monte en puissance, en cadence, l'ensemble de notre infrastructure industrielle pour faire quelque chose qui est inédit, c'est-à-dire de pouvoir fabriquer en l'espace de quelques mois des millions, des centaines de millions, des milliards de doses. Nous avons désormais 55 usines en Europe qui fonctionnent jour et nuit. Nous fabriquons désormais plus de 100 à 150 millions de doses par mois. Et voyez-vous, sur le 2e trimestre, nous allons livrer, et je peux vous le dire, parce que je les vois, je connais les usines une par une. Nous, en Europe, sur le continent européen, dans des usines européennes, entre 300 et 400 millions de doses. Mais vous comprenez l'impatience quand on est dans une situation d'épidémie, 3 semaines, 1 mois de délai, c'est énorme. Ce sont beaucoup de morts aussi pendant un mois. Est-ce que vous comprenez quand même que les Français ont l'impression que l'Europe a failli? Qu'est-ce qu'on a raté collectivement au départ? Est-ce que c'est quand on a mal investi dans les mauvais laboratoires, quand on a mal négocié avec ces laboratoires? Qu'est-ce qui a raté? Alors j'entends exactement ce que vous dites. Et si je suis là ce soir, c'est non seulement je l'entends, bien sûr, je le vis aussi autour de moi, y compris dans ma famille. Je sais qu'on ressent ça. Et pourtant, je le dis, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'effectivement, aux États-Unis, c'est l'un des pays qui a été le pire en ce qui concerne le nombre de décès, hélas. La Grande-Bretagne aussi. Donc ils ont démarré 3 semaines avant. Malheureusement, j'allais dire, et je le dis avec beaucoup d'humilité, le mal est là. Et c'est terrible. Et nous, en Europe, oui, on a pris 3 semaines de plus. Alors vous dites on a pris que 3 les semaines de doses plus. vont arriver. Et non seulement je le dis, mais je suis venu vous dire encore autre chose ce soir, si vous le permettez. Parce que nous sommes le continent qui va fabriquer et qui fabrique d'ores et déjà le plus grand nombre de vaccins. Elles sont où ces doses? Eh bien, c'est une question de logistique. 14 millions. La France a eu du mal à mettre en place des grands centres. On a vu ces files d'attente, ces files de voitures aux États-Unis. Est-ce que c'est ça qui nous manque? Est-ce que c'est une bonne logistique? Alors, 14 millions de doses livrées au mois de janvier, quand on démarre effectivement la vaccination, il y a 2 mois. 28 millions en février, 60 millions en mars, 100 millions en avril, 120 millions en mai. Ça, c'est ce que je vous annonce parce que je le vois sur le terrain. C'est mon rôle, c'est mon travail. Entre le mois de mars et le mois de juin, on va livrer entre 300 et 350 millions de doses de vaccins. Ça, ce sont des chiffres au niveau européen, évidemment, des chiffres qui sont des chiffres européens. Alors la France, c'est à peu près 15%. Je sais que vous appelez les PDG de tous les laboratoires tous les jours. C'est du harcèlement, c'est comme ça qu'on va réussir à avoir nos livraisons? D'abord, je ne les appelle pas tous. J'appelle uniquement ceux pour lesquels nous avons des problèmes, en particulier l'un d'entre eux. Et vous voyez à qui je fais allusion. AstraZeneca. Les autres, ils travaillent très bien, même ils livrent plus de doses que prévu. Ce qui fait que parce que nous sommes le continent qui a le plus grand nombre de vaccins, on en a maintenant 4 qui ont été autorisés par l'autorité de santé. Nous sommes le premier continent industriel maintenant en fabrication de vaccins. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de Sputnik V, par exemple, le vaccin russe? Alors, on n'a absolument pas besoin... Angela Merkel envisageait d'en commander si on l'Europe le n'aura absolument valide. pas besoin de Sputnik V. Sputnik V est un vaccin en complément. Nous avons, 350 millions de doses. Ce qui est très compliqué, c'est de faire évidemment monter la chaîne de production. Désormais, elle monte en cadence. Ce qui veut donc dire que non seulement nous n'avons pas besoin de Sputnik V, mais je ne dirais pas d'autres vaccins non plus. Il faut maintenant que ceux qui sont là soient produits en masse et administrés en masse. On y reviendra si vous le voulez bien, parce que c'est un sujet absolument majeur. Et bien sûr, Sputnik V, vous savez, les Russes ont un mal fou à le fabriquer. Il faudra sans doute les aider. On verra ça au second semestre. S'il faut leur fournir 1 ou 2 usines pour le fabriquer, pourquoi pas. Mais pour l'instant, priorité aux Européens. Parce que voyez-vous, mon objectif à moi, c'est que dans la position qui est la mienne, de faire en sorte que ces vaccins arrivent, je dis qu'aujourd'hui... D'autant plus... Je dis qu'aujourd'hui, nous avons clairement entre nos mains la capacité de livrer
300 à 350 millions de doses d'ici la fin du mois de juin, et donc d'ici le 14 juillet. Prenons une date symbolique. D'autant plus, que l'Europe veut instaurer un passeport vaccinal. Bien ça sûr. angoisse beaucoup de personnes Alors, qui pensent qu'elles ne prenons pourront une pas date symbolique. forcément partir en vacances ou le profiter. 14 juillet, nous avons la possibilité d'atteindre l'immunité au niveau du continent. Parce qu'encore une fois, c'est ça ce qui est aujourd'hui inscrit dans la production européenne. Je rappelle que le président des États-Unis a dit le 4 juillet, Boris Johnson le 21 juin. Vous voyez, on retrouve toujours ces décalages. Et je voudrais dire à toutes celles et tous ceux qui nous regardent, je comprends ce moment pour beaucoup d'entre eux qui sont de nouveau confinés ou en tout cas restreints dans leurs déplacements. C'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite parce que nous savons que pour vaincre cette pandémie, une seule solution, se faire vacciner. Les vaccins arrivent, ils seront là. Maintenant, vous avez entendu ce qu'a dit tout à l'heure le président des États-Unis. Et écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, il faut appeler chacune et chacun à se faire vacciner. Et moi, je le dis aussi. Il faut que nous appelions chacune et chacun à se faire vacciner le plus vite possible. Donc on a deux conditions maintenant. Et c'est entre nos mains et uniquement entre nos mains. C'est la bonne nouvelle. On ne dépend de personne désormais pour fabriquer ces vaccins. Ils sont tous fabriqués sur le territoire européen. Je crois que les Français vous ont entendu. Encore faut-il une nouvelle fois qu'il y ait des doses dans les centres. Les doses seront là. Il faut qu'ils acceptent la vaccination et que la logistique soit là. Exactement, la logistique. Eh bien, merci beaucoup Thierry Breton d'avoir répondu à nos réponses ce soir, et vous évoquiez à l'instant la nécessité de convaincre une majorité de se faire vacciner. Eh bien, parmi les plus réfractaires, il y a ceux que l'on a appelés les QAnon, un mouvement venu des États-Unis, mais qui commence à devenir un réseau conséquent en France. Depuis l'invasion du Capitole en janvier dernier, les autorités ont renforcé d'ailleurs leur surveillance. Alors, qui sont ces monsieur et madame tout le monde qui n'hésitent pas à relayer les thèses les plus complotistes? Julien Crescent et Philippe Véron. Il se passe quelque chose. Certains parmi nous le voient. Sur Internet, il relaie des théories du complot. Donc moi, c'est ça que je crains qu'ils nous pendonnent. C'est une vaccination obligatoire avec peut-être introduction de petites puces. Derrière la lettre Q, les QAnon. Une mouvance américaine qui gagne la France. Ils sont plusieurs dizaines de milliers de personnes, peut-être des centaines de milliers. Et inquiète les autorités. Les risques, c'est comme aux États-Unis, c'est des gens qui passent du clavier à l'action. Ils sont apparus aux États-Unis ces dernières années. Les QAnon. Q, le nom d'un mystérieux internaute qui inonde la toile de messages. Le monde serait selon lui entre les mains d'une élite prête à tout pour garder le pouvoir. Seul son héros Donald Trump pourrait la combattre. Derrière ce blogueur, des centaines de milliers de fidèles anonymes, les Anon. On les retrouve désormais en France. Nous en avons contacté plus d'une centaine. Un seul a accepté de nous parler. Bonjour. Bonjour. À condition de ne pas donner son identité ni sa profession. Méfiant, il filme toute notre interview. Je ne voudrais pas avoir un souci quelconque dans mon domaine professionnel, ni socialement. Il dit vivre en permanence dans le questionnement. Pour lui, il n'y a pas de tabou, pas de vérité scientifique inattaquable. La chose la plus saine est de discuter de tout. Vous voulez discuter des hommes lézards, discutons des hommes lézards. Vous voulez discuter de la Terre plate, discutons de la Terre plate. Vous voulez discuter des choses que vous passez par la tête, discutons de ça. Nous l'interrogeons donc sur la théorie la plus répandue chez les QAnon. Le monde serait dirigé par une organisation secrète pédophile, composée d'hommes d'affaires et de dirigeants politiques. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est une question intéressante. On sait que la pédophilie, c'est un phénomène qui existe. L'affaire Dutroux, Epstein, et qui mettent en cause énormément de personnalités qui étaient au-delà de tout soupçon au préalable. Il cite encore d'autres noms. Un mélange de faits réels et de rumeurs, qui démontre à ses yeux un immense complot. Comme lui, des dizaines de milliers de Français adhèrent aux idées QAnon. Sur ces plateformes grand public, les vidéos postées par des anonymes connaissent des audiences records. Ils utilisent aussi cette application de messagerie sécurisée pour partager des rumeurs sans être inquiétés. L'armée américaine découvre des tunnels remplis de cages à enfants. Ils approvisionnaient les élites en chair fraîche. Le vaccin modifie l'ADN humain. Pour ces mouvances-là, et particulièrement les QAnon, les faits relèvent de la foi.
Si vous y croyez vraiment, si vous avez la conviction, la foi en vous, c'est tout à fait légitime. Selon ce spécialiste, la mouvance regroupe tous les antisystèmes, notamment des gilets jaunes, des anti-vaccins et des sympathisants de l'extrême droite. Cette mouvance QAnon est une éponge à complotisme. Elle agrège à elle tout type de défiance, de délire conspirationniste. Et ils peuvent aussi récupérer des gens qui sont dans des situations de mal-être social, qui sont dans la frustration, dans la crainte, voire dans la haine. Autant d'individus qui n'hésitent plus à se mettre en scène sur la toile. L'un d'entre eux est même devenu une star. Il publie 2 fois par semaine des vidéos, vues par des dizaines de milliers d'internautes. Nous partons à sa rencontre dans les montagnes suisses, où il vit depuis plusieurs mois. Voici le studio et l'endroit dans lequel je fais les lives. Lui prétend ne délivrer que des informations vérifiées et vérifiables. Dans sa dernière vidéo, il explique que la vaccination et le passeport sanitaire seront bientôt obligatoires. Ceux qui n'accepteront pas ces mesures seront confinés dans des camps de détention ou placés en résidence surveillée et tous leurs biens seront confisqués. D'où vient cette information ? Son unique source, cette lettre d'un archevêque italien publiée sur Internet. Elle ne contient pas plus de preuves. En fait, quand on va parler au live, parfois on peut aborder des questions ou des sujets qui sont un petit peu dans la spéculation. Mais on précise bien qu'il s'agit de ça, en fait. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que les gens le prennent pour des faits avérés? Non, parce qu'on précise bien à chaque fois. Et s'ils le prennent, ce n'est pas de notre responsabilité. Il pourrait être tenu pour responsable si des QAnon passaient à l'acte, comme à Washington en janvier dernier. Menés par cet homme aux cornes de buffle, ils étaient nombreux dans la foule lors de l'invasion du Capitole. Un scénario que redoutent aujourd'hui les autorités françaises. Ce que je peux dire, c'est qu'ils sont surveillés et que nous sommes en lien avec les renseignements territoriaux. Les risques, c'est comme aux États-Unis, c'est des gens qui passent du clavier à l'action. La tâche s'annonce difficile pour la police. Surveiller un QAnon, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Une fois bloqué d'un réseau social, il réapparaît dans la foulée sur un autre. Ces images à présent qui nous viennent de l'étranger, la ville de Sydney en Australie s'attend à vivre ses pires inondations depuis les années 60. Des pluies diluviennes ont fait monter les cours d'eau et ces précipitations, elles sont loin d'être terminées. Une maison a été emportée par les torrents d'eau. Le barrage qui alimente Sydney a débordé. Des milliers de personnes ont dû être évacuées par prévention. Voilà maintenant un procès très attendu qui va débuter demain au tribunal judiciaire de Versailles. La filière française d'IKEA est soupçonnée d'avoir mis en place un système de surveillance totalement illégal sur ses salariés. La hiérarchie récupérait des données sensibles comme les antécédents judiciaires ou les données bancaires, notamment des employés syndiqués. On fait le point avec Thibaut Malandrin et Thierry Valta. Il est le premier à avoir vu que quelque chose d'anormal se passait chez IKEA et à avoir porté plainte. En 2002, Ossine Redouani est embauché ici au magasin de Paris-Nord. Très vite, le directeur vient le voir pour lui reprocher de ne pas lui avoir parlé de son casier judiciaire. J'arrivais dans l'entreprise, premier travail, donc l'idée pour moi c'était évidemment de ne pas faire de vagues et de valider ma période d'essai. Mais au moment où on me parle de ce fameux casier judiciaire qui n'était pas le mien pour le coup, la personne qui était incriminée c'était effectivement un homonyme qui avait fait un braquage à main armée. Il devra demander lui-même un extrait de son casier judiciaire pour prouver qu'il n'a rien à se reprocher. Salariés, candidats à l'embauche, syndicalistes et même clients. Ils sont des centaines à avoir fait l'objet d'une surveillance illégale de la part d'IKEA France. Le département gestion des risques faisait appel à des enquêteurs privés pour obtenir des informations confidentielles en consultant les fiches de police STIC, auxquelles seuls les forces de l'ordre ont accès, les cartes grises, comptes bancaires ou permis de conduire. Régulièrement, le monsieur sécurité d'IKEA Jean-François Paris demandait à un enquêteur privé, Jean-Pierre Fourès, d'éplucher le passé de salariés. Ainsi, pour cette liste de 10 noms, pouvez-vous me dire ce qu'il en retourne? Pour une autre salariée, il est même demandé de se renseigner sur son compagnon. Pourriez-vous me dire si les personnes ci-dessous sont connues? Le concubin serait a priori gitan et considéré comme dangereux. La direction aurait même fait embaucher une taupe aux caisses du magasin de Franconville.
où on a embauché des gens sous couvert et qui avaient en fait finalement une double mission qui était de surveiller les syndicalistes selon l'entreprise qui était un peu trop remuant, quoi, on va dire. Série d'initiatives personnelles regrettables ou véritable politique du flicage, pour IKEA France, tout a en tout cas été mis en place pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Programme de formation et de sensibilisation à la protection des données personnelles de l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices, création d'un comité d'éthique avec ouverture à des personnalités extérieures, revue des procédures de recrutement, enfin bref, un chantier gigantesque. Parmi les 15 personnes jugées, 2 ex-PDG d'IKEA France, d'anciens directeurs de magasins, mais aussi 5 policiers ou ex-policiers. Pour IKEA France, la peine d'amende encourue peut aller jusqu'à près de 4 millions d'euros. Souvenez-vous, dimanche dernier, à 20h précise, la grille de leur grotte ariégeoise s'était refermée sur eux pour 40 jours d'un voyage sans soleil et sans horloge. Nos 15 volontaires n'ont depuis pas chômé, vous allez le voir, car l'aventure est une énorme expérience scientifique. Dans ce laboratoire souterrain, que peuvent nous apprendre ces cobayes consentants? Eh bien, écoutez les explications de Sylvie Pinatel et Florian Le Goïc. À quelle heure partir se coucher ? Ou s'attabler pour manger quand il n'y a plus aucun repère, ni montre, ni soleil. Il n'a pas fallu 24 heures au groupe pour se désynchroniser. Ça va un peu plus vite que ce qu'on avait prévu. On a vu déjà des énormes différences avec une personne notamment qui n'est venue manger qu'après que d'autres personnes du groupe avaient déjà fait 2 repas. Libre alors à chacun de faire ses choix. Se caler sur le groupe en faisant fi de son propre rythme ou au contraire le suivre au risque de se retrouver seul. Je pense que ce serait la chose la plus difficile de se retrouver complètement isolé. Et là, les 40 jours deviendraient vite un enfer. C'est précisément l'expérience qu'avait menée le spéléologue Michel Siffre en 1962. Passer 2 mois sous terre seul dans un trou à 5 degrés. Tiens, je tremble. Qu'est-ce qui se passe? Une expérience qui avait montré que l'être humain a une horloge biologique, mais que le temps, lui, passe bien plus vite qu'il n'y paraît. Lorsqu'on m'a averti que c'était la fin, c'était pour moi seulement le 20 août. C'est ça. Et c'était en fait le 14 septembre. 3 semaines de décalage en 2 mois. Cette fois, chacun des explorateurs peut compter sur les autres membres du groupe. Différence essentielle pour percevoir le temps. C'est vrai que quand je me suis réveillée donc en pleine nuit, il n'y avait aucun bruit, il n'y avait pas de lumière, parce que je regardais s'il y avait des lumières qui passaient. Donc j'ai bien senti que j'étais en pleine nuit, mais c'est vrai que là, dans quelques jours, s'il y a plein de bruit, ça ne voudra pas forcément dire qu'on est en plein jour, en fait. La désorientation, c'est l'une des études majeures menées sur ces 8 hommes et 7 femmes. Il y a 3 composantes physiques avec lesquelles on s'est façonné, c'est la lumière du soleil, la gravité terrestre et l'oxygène de l'atmosphère. Et quand vous enlevez la lumière, on est beaucoup plus instable. En proposant des exercices d'orientation en réalité virtuelle, ce neurologue veut comprendre de quelle manière dans le cerveau se déclare une maladie comme Alzheimer. Quand on fait une consultation mémoire, les signes sont déjà tous là. C'est-à-dire qu'on va faire le diagnostic beaucoup trop tardivement. Donc ce qu'on veut, c'est de nous utiliser de nouveaux outils pour dépister bien plus vite. Pour savoir où et comment ça commence. Voilà. Une IRM du cerveau, avant et après, permettra de regarder ce qui s'est modifié. Et même chose pour la vue. Faut le cerveau réveillé, quoi. Je suis curieux de voir dans 40 jours. Ils ont une 50aine de protocoles scientifiques à suivre, des gélules à ingérer pour suivre la température du corps, des prélèvements salivaires pour mesurer le stress. Ça ressemble à un mégot de cigarette. Tu le mâchouilles pendant 30 secondes, tu le remets dedans, tu refermes. Des tests psychologiques et du temps de parole pour enregistrer leurs états d'âme. C'est bien un lieu où vous allez partager vos émotions et ce que vous vivez à une caméra. Des émotions qui seront elles aussi analysées avec une question centrale. Est-ce que le groupe saura faire face aux détresses individuelles? Si on a un changement de comportement, quelqu'un qui arrête de rigoler, qui a une crise, qui a moins faim, il faudra que tout le monde soit attentif. Je pense que c'est une grosse partie de cette mission. La situation de crise, elle nous pousse à l'individualisme. Et le but, c'est de faire comprendre que chaque individu isolé n'aurait pas la possibilité de survivre dans de telles conditions, mais que le collectif, ça fait une super personne. Et c'est tout l'enjeu de ces jours à venir, ou de ces nuits sans fin.
Et il est aussi question du centre de la Terre dans notre rubrique Demain. Bonsoir Louis. Bonsoir Anne-Claire. Alors on l'a vu, il ne faisait que 12 degrés dans cette grotte, mais si on s'enfonce encore un peu plus, c'est la chaleur qui nous attend et ça intéresse beaucoup les ingénieurs. Exactement, c'est ce que nous allons faire ensemble. Nous allons prendre cet ascenseur qui va nous emmener dans les entrailles de la Terre. Alors en descendant progressivement, vous l'avez dit, la chaleur va progresser. On va même en moyenne progresser de 4 degrés tous les 100 mètres. Alors il peut y avoir des disparités évidemment suivant la nature des sols, mais globalement donc 4 degrés tous les 100 mètres. On va trouver quelques exceptions, en tout cas des endroits beaucoup plus favorables. Comme on le voit sur cette carte juste à côté de moi, c'est 10 degrés tous les 100 mètres en Alsace. Donc là c'est beaucoup plus, mais c'est moins du côté des Pyrénées avec 2 degrés ou encore 1 degré en Bretagne. Donc évidemment on va choisir ces endroits pour pratiquer plusieurs technologies. Alors celle que l'on connaît le plus, c'est évidemment celle que l'on adopte dans les maisons individuelles. On va comme cela faire courir un tuyau dans notre jardin devant soi, ça c'est le début de la géothermie, et puis ces tuyaux vont alimenter à travers de l'eau une pompe à chaleur et ça va nous servir à faire du chauffage ou encore du froid quand c'est l'été. On va maintenant descendre un petit peu plus profond. Quand je dis plus profond, c'est quand même au-delà du kilomètre, 1 kilomètre à 2 kilomètres de profondeur, et là on va aller chercher des nappes d'eau chaude que l'on va faire remonter à la surface. Attention, ce ne sont pas les nappes phréatiques, on est bien plus profond, une eau à 90 degrés que l'on va remonter pour alimenter non plus une maison, peut-être des quartiers ou encore une ville, là aussi en chauffage. Et puis certains envisagent même de descendre beaucoup plus en profondeur, alors avec des températures aussi beaucoup plus élevées. Évidemment, on continue à s'enfoncer vers les tréfonds de la Terre, alors très loin encore du centre. Je vous rappelle qu'il est à 6300 km en dessous de nos pieds, donc on a encore de la marge et là il fait 5000 degrés. Mais on va s'arrêter à 5 km de profondeur où déjà, regardez, la température de la roche est de 200 degrés. Donc on va injecter de l'eau à travers une canalisation, elle va traverser cette roche très chaude. Comme il fait 200 degrés, l'eau va se transformer, elle va bouillir, elle va se transformer en vapeur et on va la remonter à travers un autre tuyau pour alimenter avec une très forte pression des turbines pour fabriquer par exemple de l'électricité. Alors c'est juste le début, donc à l'avenir, on espère progresser sur une meilleure économie de l'eau, pouvoir être beaucoup plus juste dans les quantités que l'on va ingérer comme cela dans la roche. Et puis autre axe de développement, cette pression qu'on est en train de fabriquer, on va là aussi essayer de l'améliorer en tout cas en matière de rendement pour fabriquer une électricité un peu plus vertueuse. Puis évidemment on va choisir les meilleurs endroits. En France par exemple, ça pourrait être en Alsace ou encore en Guadeloupe, où là on est au-dessus d'une roche volcanique et donc on peut avoir là encore de meilleurs rendements. Merci beaucoup Louis pour cette démonstration. La nature qui est beaucoup plus riche et aussi beaucoup plus résiliente qu'on ne le croit. Direction maintenant la Bosnie et les grandes plaines de Livno à 2000 mètres d'altitude. Là-bas, des troupeaux de chevaux sauvages vivent en liberté depuis 50 ans. Au départ, ce sont les villageois qui les ont relâchés quand les machines agricoles sont arrivées. Ils ont depuis survécu au froid et à la guerre. C'est la Bourriou et Antoine Pocry. Ils sont les témoins et les rescapés d'une autre époque. Des chevaux majestueux qui vivent en totale liberté depuis plus d'un demi-siècle, avec pour seul horizon l'immensité des plaines bosniennes. Jamais montés, ils ont traversé des guerres, survivent au grand froid et aux fortes chaleurs. Jelko habite le village le plus proche. Il a grandi avec eux et fait partie des rares personnes à apprivoiser ses chevaux. On va leur amener du sel. Ils en ont besoin pour l'hiver. Quand il fait froid, ce sel est un aliment indispensable à leur survie. Une fois par jour avec son 4x4, il arpente le plateau de Kruzi pour s'assurer que les chevaux ne manquent de rien et vivent en sécurité. Le terrain est gigantesque. Il fait plus de 175 km². Alors, ça peut vite être difficile de repérer les chevaux. Mais avant de trouver un troupeau, il faut faire preuve de patience. Nous roulons depuis 2 heures et les zones les plus reculées sont parfois difficiles d'accès. Ah non, ça c'est pas toujours facile. Ici en plus, il y a beaucoup de boue sous la neige. Lorsqu'enfin, le spectacle s'offre à nous. À quelques mètres à peine, une jument nous laisse approcher son poulain. De race bosniaque ou arabe, les ancêtres de ces bêtes étaient domestiqués avant d'être laissés par les familles qui ont quitté leur maison pour la ville. Jelko intervient le moins possible.
Là, je leur donne juste du sel. Ils en auront assez pour 4 ou 5 jours. Et le sel qu'ils mangent contient des minéraux introuvables dans ces plaines en hiver. Ils n'ont pas besoin de nous pour se nourrir. Mais en hiver, on leur donne du calcium, car leur organisme ne peut pas le retenir. Et s'ils se cassent quelque chose, ça peut leur être fatal. Nous reprenons notre route et rejoignons l'un des rares endroits habités du plateau. Ah, voici le propriétaire de la ferme, c'est un ami. Depuis toujours, Igor partage ses terres avec les chevaux. Une fois, j'ai mis du sel sur mon terrain. Ils m'ont tout mangé, même la terre. Ah ça oui, le cheval, il mange tout. Bien sûr qu'on est fiers. Il n'y a que quelques endroits au monde où les chevaux vivent ainsi. C'est le symbole de nos plaines. Il faut faire en sorte de préserver ça. Préserver, c'est une obsession pour cette autre habitante. Josipa a fondé une association de protection des étalons du plateau. On a grandi avec eux. On doit faire en sorte que cette tradition perdure. On a besoin d'aide car ils sont très nombreux et on aimerait bien pouvoir les recenser. L'association estime qu'ils sont en ce moment autour de 800 à vivre sur le plateau. Ce jour-là, le troupeau poursuit son chemin à la recherche d'herbes pour se nourrir et nous offre, le temps de sa course, un incroyable tableau. Et c'est ainsi que se termine ce journal sur LCI Canal 26. Thomas Pesquet, profession astronaute. Un documentaire ce soir qui revient sur le destin de ce Français qui repart, vous le savez, à la conquête de l'espace. Dans un mois, Thomas Pesquet qui prendra le commandement de l'ISS. Sur TF1, restez avec nous. Aquaman, votre film du dimanche soir. Demain, pour l'information, vous retrouvez Marie-Sophie Lacaro à 13h, Gilles Boulot à 20h. Tout de suite, rendez-vous sport. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à vendredi. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.